اللجنة المكلفة بنموذج تنموي. أولا نرحب بكم في هذا اللقاء ونشكركم على تلبية هذه الدعوة. بالنسبة للجنة اختارت باش ننظم لقاءات مع كفاءات مع مثقفين اللي يمكن يساعدوا اللجنة بالورط هذا النموذج، انطلاقا من الفكرة بأن أي نموذج راه خصو يتبنى مع الأطراف اللي فكرات عبر بحوث، عبر واحد المسار طويل في عدد من القضايا اللي هي متعلقة بالنموذج التنموي. من طبيعة الحال هناك جانب ترابي وجغرافي اللي هو جانب أساسي، هناك جانب يمكن نعتبروه يمكن حقوقي اللي هو أيضا ضروري باش يتبلور في واحد أي نموذج تنموي. هناك جانب ديال المجتمع المدني وديال المشاركة وديال الديمقراطية التشاركية. هناك جانب ديال المساواة، اللي هذو كله مواضيع اللي هي أساسية واللي هي يمكن أفقية لازم تكون من الأسس ديال أي نموذج تنموي يمكن أن تصوره للمستقبل. ولهذا بغيت من خلال هذا اللقاء أكثر شيء نستمع لكم في الحق، احنا أكثر من نديروا خطب في هذا المجال، على أساس يمكن بعد العروض اللي يمكن تلقاوها يكون نقاش مفتوح مع أعضاء اللجنة اللي هما حاضرين معنا. ما فواش فيه حاجة نقدم لكم غير أعضاء اللجنة اللي هما حاضرين معنا. حكيمة حميش، نظن تعرفوا عدد من الأعضاء اللي هما موجودين. حكيمة حميش، سي دريس كتيكس، كريم تازي، سي محمد بن موسى، سي نور الدين العماري، سي محمد توزي، سي العربي جعيدي، سي الكبير وحجو، وسي نور الدين العوفي، اللي هما من اعضاء اللجنه اللي حاضرين معنا اليوم. نظن دايرين تايلي نو ترانسميسيون، ياك سي عبد الله؟ كاينين نو ترانسميسيون لايف غير باش تكون في خبركم ديال النقاش داخل اللجنه. هادو من المبادرات ديال الطاقم ديال التواصل. voilà. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites en m'invitant pour participer à cette réunion, à cette séance. Mais je ne suis pas sûr d'être en mesure d'apporter des éléments nouveaux à la recherche et à la réflexion collective que vous menez. Je pense que l'essentiel de ce que je pense sur la question est largement partagé tant au plan scientifique qu'au sein de la société civile. Et les débats auxquels j'ai eu l'occasion de participer récemment sur cette thématique ont leur porte-parole au sein de cette même commission en la personne de Driss Ksikis, puisqu'on a réfléchi dans un groupe semi-académique sur cette question-là. Pour moi, la difficulté réside surtout dans la manière de dire les choses et finalement de les présenter dans votre rapport. Mais pour cela, je pense que la composition de votre commission est autrement plus compétente et plus experte que moi dans la manière de formuler les choses. Je pense en conséquence que mes propos ne peuvent que réitérer ce que vous savez, ce que vous avez dû réentendre de manière répétée par la voix des nombreuses personnalités que vous avez recueillies. Mais ce n'est pas là, je pense,
le désagrément le plus pénible qui vous impose le choix que vous avez effectué de ratisser large en écoutant toutes les sensibilités politiques et les expertises disponibles dans notre pays. Donc les banalités pour lesquelles je remplirai cette introduction serviront peut-être d'éléments de discussion sur des points plus pointus sur lesquels j'espère que j'aurai réussi à susciter votre curiosité, sur lesquels on reviendra dans la discussion tout à l'heure. Donc la question formulée, la question posée, ou peut-être formulée de la manière suivante, comment sortir le Maroc de son mal développement? Et pour cela, on part forcément du constat de l'inefficience des politiques publiques de développement, et je les utilise au pluriel. Et leur appréciation s'effectue forcément face aux défis du développement durable dans un monde en transformation rapide. Et donc ça nous emmène à réfléchir sur les entraves qui se dressent contre une évolution qui peut s'insérer dans la mondialisation, mais qui est de nature à limiter l'approfondissement des disparités et la captation de l'État. Ce sont les deux éléments clés à mon sens. Donc, première banalité, je l'évoquerai rapidement, c'est que nous héritons d'entraves structurelles de développement. Il se manifeste par quelques points essentiels. Je pense que ça a été répété le long de vos audiences. Une économie atone avec une croissance irrégulière et faible, une sous-industrialisation, une faible valeur ajoutée et une compétitivité limitée, mais appelée à être davantage limitée avec les développements technologiques et l'innovation qui se développent à travers le monde. Il en résulte une exclusion massive de l'emploi productif formel. J'insiste sur le terme formel, puisque l'économie informelle se déferle, y compris dans les rouages de l'État. Donc nous avons un faible taux d'activité, parmi les plus bas du monde, et il est dans la zone arabe pour le taux d'activité féminine, c'est le plus bas du monde. Et en plus de ce faible taux d'activité, nous avons un taux de chômage très élevé. On l'exprime en 10%, mais c'est bien la méthode de HCP qui le limite à cela. Si on pose à la moitié de la population rurale la question « Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes à la recherche de l'emploi ?» Ils répondent non. Ils ne sont pas comptabilisés comme chômeurs, alors qu'ils sont sans emploi ou sous-employés. Et même dans le secteur formel, prédomine ce qu'on appelle le travail non décent. Et la meilleure illustration de cela, c'est les statistiques de la CNSS. Mais plus affligeant encore, dans les statistiques, la moitié des personnes immatriculées contribuent au financement sans contrepartie, parce qu'ils ne réunissent pas les conditions minimum de stage. Donc, moins de 15% en réalité de la population est couverte. Et cela exprime assez bien cette informalisation continue de l'emploi. Et au niveau plus général, un faible taux d'insertion dans la compétition mondiale. Cela s'exprime par une dépendance multiforme à l'égard de l'investissement, à l'égard de la création, à l'égard du développement industriel. Et même s'il y a une insertion dans les chaînes de valeur mondiales, elle se fait par les maillons les plus faibles, par le bas des chaînes d'approvisionnement, que ce soit dans le secteur textile, où on ne vend que la main-d'œuvre sous-qualifiée, ou dans les secteurs qui semblent faire la fierté du pays, l'automobile, l'aviation, etc.
On a à côté de cela des îlots de compétitivité, notamment dans le secteur public, je pense aux phosphates, mais empreints d'une grande opacité et de niches de faible concurrence. Il découle de cela des indicateurs alarmants de développement et de gouvernance, la stagnation de l'indice de l'INDH, les taux les plus bas du monde d'efficacité de notre système scolaire et un recul dans les autres indicateurs, notamment l'open government, l'indice de corruption, le baromètre de la corruption, de l'environnement des affaires, etc. Donc voilà pour le constat qui fait qu'on ressent un mal développement. Et ce mal développement nous met d'autant plus mal à l'aise que nous sommes très mal préparés pour nous insérer dans la compétition économique mondiale et dans la réalisation des objectifs de développement. Et là, je prendrai pour indication 3 idées. D'abord, un très faible potentiel en matière de recherche-développement, de maîtrise technologique et d'adaptation aux mutations d'une économie mondiale qui est portée par le savoir et l'innovation. Donc, on a tous les ingrédients pour être lâchés par l'avenir de l'économie mondiale. Et cette évolution qui se fait de plus en plus par le numérique, par la technologie, alors qu'on n'est pas inséré dans la création dans ce monde-là, entraîne forcément une diminution des capacités au rythme de l'avancement de la recherche et de la production technologique. Je prends 2 exemples. Le secteur textile, c'est le premier secteur d'emploi rémunéré des femmes. Et il est probable que dans les 10 prochaines années, on n'aura plus besoin de main-d'œuvre non qualifiée dans le secteur textile avec les technologies qui se développent. Et on annonce déjà en Europe une perte, et on a un spécialiste de la question avec nous, une perte de 70% de la main-d'œuvre dans le secteur textile habillement dans les 7 prochaines années. On peut raisonner de la même manière dans l'agriculture, notamment dans l'agro-industrie et l'agriculture exportatrice. Et il découle de cela une dégradation ressentie. Est-ce qu'elle est réelle? C'est comme la question de la pauvreté. Est-ce qu'elle est réelle ou ressentie? Une dégradation ressentie des conditions de vie de la population. Et un développement d'un élitisme par la qualification qui découle du système d'enseignement, qui découle aussi des capacités des personnes, qui empêche le renouvellement des élites et qui renvoie nos meilleurs à l'étranger. Et je pense que parmi nous, beaucoup de parents ont formé par leurs finances et par les meilleures écoles d'excellents cadres pour l'Europe et pour les États-Unis. La moitié de nos enfants ne revient pas et 80% des enfants ne pensent qu'à quitter le Maroc. Voilà donc ce que nous vivons et ce que nous devons améliorer ou au moins limiter la dégradation. Alors cela, 3e banalité, cause et conséquence de cela, un environnement politique et économique hypothéqué par des formes de captation de l'État. Alors, l'idée ou le concept de captation de l'État, comme vous le savez, c'est Stigler qui l'a développé dès les années 70, mais pour le contexte des économies où le lobbying et les entreprises fortes arrivent à soumettre à leur volonté les politiques publiques. Donc il a développé ça avant la mondialisation. Mais au lendemain de la mondialisation, ce concept a eu beaucoup de succès dans les économies qu'on a appelées des économies de transition, notamment l'Europe centrale, d'Amérique latine, où les oligarchies se sont accaparées des richesses de l'État et ont modelé le système politique à leur manière. Et ce même système ou les mêmes procédés de ce système peut trouver des applications originales dans des pays qui ont traditionnellement eu des difficultés à distinguer entre la gestion des biens publics et le patrimoine des dirigeants. Et le système qu'on a qualifié de Makhzen est ancré
historiquement dans ce monde qui n'était pas à l'époque original, spécifique à ces pays, mais qui a connu des ruptures à travers le monde avec la modernisation, avec la démocratisation. Et nous sommes dans une zone parfaitement perméable à ces procédés-là. Et lorsque nous observons ce qui se passe au plan politique, économique, au Moyen-Orient et chez nos voisins, on a exactement des mêmes procédés, même si certains de ces États ont été fabriqués de toute espèce depuis quelques décennies seulement. Mais les procédés, la manière de faire et les défis sont les mêmes, les résultats aussi. Donc ce système-là a pour caractéristique de développer des entreprises, des intermédiaires qui accaparent les profits et modèlent à la fois le système politique et économique pour orienter les richesses vers leur intérêt. Et il ne peut vivre sans être relayé par des réseaux qui se développent par le clientélisme, la corruption. Donc on arrive à avoir une forme d'organisation politique qui est complètement déconnectée de la réalité du système politique. On peut avoir une justice dite indépendante, mais dans laquelle les juges ne sont indépendants ni à l'égard du pouvoir politique, ni à l'égard du pouvoir de l'argent. On peut avoir un pouvoir législatif qui n'a pas de pouvoir et qui légifère selon les instructions et qui est manipulable à merci, aussi bien par les lobbies que par le pouvoir politique réel. On peut avoir un gouvernement qui est gouverné et qui ne gouverne pas. Donc, dans les autres pays, ils ont la simplicité d'appeler le Parlement Majlis al-Shura et le gouvernement de Wuzara sans parler de gouvernement. Bon, ailleurs, on peut leur donner cette appellation sans qu'il y ait un contenu. Alors, donc, tout cela génère un clientélisme et l'asservissement au sein des corps intermédiaires, la subordination de la justice au pouvoir de l'argent, la perte de crédit dans l'action collective, quand la population n'a plus d'espoir que les choses changent par les corps intermédiaires, c'est la solution individuelle qui prévaut, et donc c'est la précarité, et tout le monde se trouve à l'aise en se subordonnant au clientélisme et aux réseaux qui peuvent leur faciliter la vie. Alors comment réformer dans ces conditions? Dans ce contexte, même les élections ne conduisent pas forcément à élargir les bases de l'action publique et à déstabiliser les captations constituées. Donc même la voie démocratique formelle, lorsque le déséquilibre entre la société civile et les détenteurs du pouvoir réel est tellement déséquilibré, même la voie démocratique immédiate n'est pas une solution. Pour compliquer le schéma, même les réformes risquent à ce moment-là de constituer un cheval de Troie pour des intérêts économiques concurrents. On se rappelle que la Banque mondiale a utilisé la lutte contre la corruption, la transparence, etc., pour démanteler les États, vider l'administration en les accusant d'être les sources du blocage au développement économique, mais c'est pour mieux ouvrir les marchés à la compétition entre les multinationales et entre les relais de ces multinationales dans les pays. Donc, les priorités risquent de se déterminer dans ces conditions-là en fonction de ces enjeux-là et non pas en fonction du développement réel. Alors voilà quelques éléments à considérer dans l'établissement à la fois du constat que vous avez à effectuer et de la recherche des voies de réforme pour limiter le mal-développement, notamment pour répondre aux questions posées. Où va la richesse? C'est une question qui a été posée par Sa Majesté. Elle est, je pense, centrale et on ne peut la saisir qu'à travers des réponses à ces questionnements-là. Quel est le coût de la captation de l'État? Pourquoi l'INDH et les autres indicateurs de gouvernance publique ne s'améliorent pas, voire reculent? C'est un fait. Pourquoi les Marocains ne font plus confiance dans leur avenir?
Alors, je voudrais, dans ce contexte, ou plutôt un moment où on cite moins les grands auteurs que les journalistes et les hommes politiques, vous apporter une citation, une boutade de quelqu'un de beaucoup considèrent peu recommandable, Poutine, qui s'adressait dans les années 2000 à l'oligarchie qui avait mis la main sur le gaz, le pétrole, qui avait façonné le régime à sa manière. Il leur disait « Je tiens seulement à vous rappeler dès maintenant que c'est vous qui avez créé cet État, dans une large mesure au moyen de structures politiques et quasi-politiques qui sont sous votre contrôle. Aussi, vaudrait-il mieux de s'abstenir d'accuser le miroir ». Merci.